L'Amérique en guerre vous parle. Nous allons maintenant vous faire entendre une voix française. Peintre universellement connu, est un grand blessé de la Première Guerre mondiale, qu'il fit comme officier de cavalerie. Jean Renoir est venu aux États-Unis après l'armistice pour continuer à travailler librement. Le fils de Jean Renoir, qui s'était héroïquement battu pendant la bataille de France, s'est engagé dès son arrivée aux États-Unis en 1941 dans l'armée américaine afin de continuer la lutte contre l'ennemi commun. Jean Renoir va vous parler de l'ouvrier et du paysan américain. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'ouvrier américain et des gens de la campagne aux États-Unis. Comme les nôtres, les ouvriers d'ici aiment le calme et la tranquillité. Leur rêve, souvent réalisé, c'est une petite bicoque dans la banlieue avec un jardin, des poules, des lapins. Ça fait penser à Joinville ou à Bourg-la-Reine. Ils aiment la vie de famille. Leurs femmes aiment faire la cuisine et leurs enfants sont au moins aussi insupportables que les nôtres. L'autre jour, je tournais au studio une scène avec des enfants. Des amis français venus me faire une visite sont restés suffoqués de surprise tant cette bande pialante et chahutante les avait brusquement ramenés sur la butte Montmartre, au milieu des gosses dessinés par Poulpeau. On dit que l'Américain aime l'argent. C'est vrai et c'est faux. Il l'aime, mais c'est pour le dépenser, pour le donner. Ici, il y a peu d'envieux. Peu de gens qui pensent « celui-là est riche et moi je suis pauvre », comme c'est injuste. Je suis resté quelque temps sans travailler et je voyais arriver le moment où j'allais me trouver dans une assez sale situation. C'est alors que je me suis fait mes meilleurs amis. C'est alors que des copains m'ont fait comprendre que je n'étais pas tout seul. Quand plus tard, j'ai trouvé du travail, des camarades, eux-mêmes sans emploi et tirant fortement la langue, s'en sont montrés sincèrement heureux. Je n'ai pas un instant perçu les « pourquoi lui et pas moi » que j'eus trouvé fort naturels. L'organisation américaine existe dans les grandes choses. Elle est la conséquence de la vitalité d'un énorme pays très jeune, si jeune qu'il ne sait pas ne pas pousser les choses jusqu'au bout. Mais dans la vie privée, l'Américain est aussi peu pressé, aussi rêveur, aussi poète qu'un Français. Le premier jour de mon arrivée à New York, je suis tombé sur un vieux chauffeur de taxi qui me prit en amitié parce que je lui avais demandé à voir la batterie. La batterie, c'est tout au commencement de la ville, face à l'océan, là où les pionniers hollandais ont débarqué il y a quelques centaines d'années. Ce chauffeur de taxi, à moustache blanche, avait été touché du fait qu'un étranger s'intéressait à sa ville. Il descendit avec moi, me donna des tas d'explications et surtout m'assaillit de questions sur la France. Non pas des questions idiotes concernant la politique, les raisons de l'armistice ou le futur découpage de l'Europe, mais des questions vraies, comme comment les gens vivent en France, si c'est difficile de trouver du lait pour les enfants, les cartes d'alimentation, le temps que l'on doit perdre à faire la queue pour se procurer n'importe quoi. Le temps passait. Je regardais ce vieux quai battu par les vagues, les petits bateaux qui traversent la rivière, les cargos entrant dans le port, quand soudain, je réalisais que cette promenade risquait de devenir ruineuse. Le taxi de mon guide devant continuer à égrener les chiffres au coin du quai où nous l'avions laissé.
Quelle ne fut pas ma surprise, quand nous regagnâmes la voiture, de constater que le brave homme avait arrêté son drapeau. Je lui en fis la remarque. Il me répondit que la demi-heure que nous venions de passer ensemble l'avait beaucoup intéressé et qu'il n'y avait aucune raison pour qu'il me la fît payer. Puis, devenant plus confiant, il me demanda dans quel hôtel j'étais descendu, dans quel restaurant je déjeunais. Il n'approuva pas mon choix, jugeant que ces endroits étaient beaucoup trop chers. Au moment de nous quitter, nous étions une paire d'amis. Il m'avait montré une partie de la ville, arrêtant son compteur chaque fois qu'il jugeait que c'était un détour. Et comme nous nous serrions la main, pour un dernier adieu, il me fit la proposition suivante. J'habite, me dit-il, avec ma femme à Brooklyn. Nous avons une chambre pour quand des amis viennent nous voir. Venez donc loger chez moi pendant les quelques jours que vous êtes à New York. Vous y mangerez mieux qu'au restaurant. Ma femme est très bonne cuisinière. Le dimanche, je vous amènerai visiter l'autre côté de la ville. Pas avec mon taxi, ça coûterait trop cher. On prendra le chemin de fer aérien. Ça me ferait plaisir, puisque vous venez de France, que vous écriviez là-bas que nous ne sommes pas des égoïstes et qu'on pense à eux dans leur malheur. Cet incident fut le premier coup porté dans mon esprit à la légende de l'Américain traversant la vie tout muscle tendu dans une espèce de stupide course à faire de l'argent. Croyez-moi, l'Américain aime la vie. Il aime flâner. Il aime faire des choses inutiles si elles l'amusent. Il aime les discussions oiseuses au coin du feu. Il aime bricoler. Il aime repeindre lui-même sa maison. Et souvent, mais plus de peinture à côté qu'au bon endroit, tout comme le ferait un Français. Il aime jouer au quilles le dimanche. Il aime pêcher à la ligne. Il aime se chauffer au soleil. La nuit, il aime regarder les étoiles et prédire le temps qu'il fera. Il se trompe d'ailleurs régulièrement, tout comme un habitant de Nanterre. Mon ravissement arriva au comble au cours d'un voyage en Géorgie. La Géorgie, c'est tout à fait au sud, juste avant l'espèce de poche que fait la Floride. Il y fait chaud. Les Américains des États du Nord prétendent qu'on n'y travaille pas beaucoup. De leur côté, les Géorgiens méprisent un peu ces gens du Nord, ces Yankees, qui dans leur esprit s'agitent si inutilement. Eux, les crackers, vivent pauvrement à l'ombre de leurs grands chênes, d'où pendent des guirlandes de mousse espagnole. Leur chant leur donne un peu de coton, un peu de tabac, un peu de maïs et des pêches magnifiques. Leurs jeunes filles ressemblent à ces pêches. Là-bas, j'ai vu des fermes où on ne savait pas ce que c'est que l'électricité. De vieilles fermes en bois, entourées d'une espèce de jungle, dans laquelle des cochons noirs comme en Corse et des petites vaches assez maigres trouvent leur pâture. Beaucoup de fermiers sont d'origine française. Leur famille est arrivée là tout au début. Ils ne parlent plus notre langue, mais quand ils reçoivent un compatriote, croyez bien que le cœur y est. Un jour, où je dégustais un verre d'excellent whisky de contrebande sous le porche d'une vieille maison, je me suis brusquement senti très près de la Bourgogne. Les hommes me racontaient leur partie de chasse. Dans la cour, le chien de la maison se grattait ses puces. Les filles jacassaient sur les fauteuils à balançoire, amusées par la présence d'étrangers. Dans la cuisine en désordre, des vieilles femmes raclaient des casseroles. Je sentais que je pourrais continuer à vivre là, comme dans mon village en France.
que les préoccupations de ces gens étaient celles des paysans de chez moi, et que j'avais vraiment crevé le vernis de luxe facile qui cache le visage réel de l'Amérique, comme d'autres choses cachent celui de toute nation, aux yeux du touriste qui ne veut pas se donner le mal de chercher plus loin. C'est ainsi que le masque de plaisir, les villes d'eau, les grands hôtels, les boîtes de nuit, les fins restaurants et certains autres plaisirs moins honorables cachaient au monde le vrai visage de la France. Mais revenons aux Américains. Bientôt, vous allez les voir arriver. Une certaine propagande vous dira qu'ils viennent pour des buts de conquête économique et qu'ils luttent pour l'asservissement du monde à leurs banques et à leurs industries. Je peux vous affirmer que ces pensées n'existent absolument pas dans le cerveau du peuple américain. Or, ici, c'est le peuple qui compte et le gouvernement doit suivre l'opinion publique. Les Américains aiment la France d'une façon absolument désintéressée, sentimentale, presque amoureuse. Ça n'est pas commode d'amener ce peuple à faire la guerre. Ils détestent cette forme de violence organisée. Mais maintenant qu'ils ont décidé de s'y mettre, en grande partie parce que le sort qui nous est réservé par la défaite leur semble parfaitement injuste, croyez-moi, ils vont étonner le monde. Quand vous les verrez débarquer à l'ombre de leur drapeau tricolore, bleu, blanc et rouge, ne vous dites pas, voilà les Américains qui viennent conquérir l'Europe. Dites-vous, voici nos frères, ils viennent à nous, le cœur chargé de tendresse. Ils viennent nous relayer dans la bataille dont nous avons perdu la première manche. Vous venez d'entendre Jean Renoir, le célèbre metteur en scène de cinéma, héros de la Première Guerre mondiale et fils du grand peintre français. L'Amérique en guerre vous parle.